Alors Philippe Renaud, on vous retrouve avec un tout petit peu de retard, excusez-nous. Vous allez nous parler d'amour aussi, je crois. Hein, oui, bonjour Brigitte. Dans cette période, alors là je suis un petit peu loin de vous parce que je vous parle par téléphone aujourd'hui, mais on est quand même dans une période vraiment marquée par ces bruits de guerre qui sont très proches de nous, et je voulais rappeler le slogan de la contre-culture américaine des années 1970, vous vous en souvenez, Make Love, Not War, faites l'amour, pas la guerre. Il devrait s'imposer à l'heure où cette folie meurtrière endeuille des femmes, des hommes, des familles et soulève des torrents d'indignation. Alors je voudrais soutenir ici une idée qui peut paraître utopique. C'est l'idée que l'amour pourrait être plus fort que la guerre. C'est une idée très forte que l'on va retrouver en 1932. Albert Einstein et Freud, et Sigmund Freud, vont avoir un dialogue entre eux. Ils vont écrire un petit livre qui s'appelle « Pourquoi la guerre ?» Et Einstein interroge Freud. Existe-t-il un moyen d'affranchir les hommes de la menace de la guerre? Freud lui répond, il y a deux composantes qui s'opposent à la guerre, la contrainte de la violence et les liens de sentiments qui unissent les membres d'un groupe. Et Freud, en fait, va rappeler les deux composantes essentielles de l'humanité. La violence et l'attachement, c'est-à-dire d'un côté l'amour, l'attachement, et de l'autre côté, malheureusement, la violence. On se rend compte que c'est ces deux composantes que l'on va retrouver, par exemple, chez le grand primatologue, vous savez, Franz de Waal, qui s'occupe des bonobos, des chimpanzés. C'est lui qui a décrit les mécanismes d'évitement des conflits chez chimpanzés. Il appelait ça la réconciliation. Et voici ce que dit Franz de Waal. Nous serions, nous, les humains, nous sommes des singes méchants. On n'a pas vu, on ne voit pas de guerre chez les chimpanzés à notre origine. Nous sommes surtout les seuls primates à tuer des membres de leur propre espèce. Celle-ci, l'espèce, n'ayant pas eu le temps de mettre en place les inhibitions appropriées. Alors, quelles sont ces inhibitions? Eh bien, dans les premiers jours de la guerre en Ukraine, on a des témoignages de l'inhibition de la pulsion meurtrière par des liens d'attachement, des liens fraternels, tout simplement des liens d'humanité. Je vous en donne deux exemples. À Kharkiv, un homme intrépide s'agenouille devant un char russe qui va s'immobiliser. Ça rappelle la scène, vous savez, à Tiananmen. Bien sûr. Là, le char s'était pas arrêté, oui. Dans la colonne de chars. Mais il y a une sorte d'inhibition fraternelle qui peut se produire. Le deuxième exemple, c'est également de jeunes soldats russes. Devant des hommes et des femmes qui avancent vers eux, ils tirent en l'air parce qu'ils ne peuvent pas leur tirer dessus, par inhibition du meurtre non décidé. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le sentiment d'appartenance, le sentiment, les liens de sang, et là les liens sont fraternels, eh bien vont s'opposer à l'ordre de tirer. L'inhibition est plus forte, et donc la mixité semble une nécessité de l'humanité. Alors on se rend compte dans cette guerre dont on nous parle tous les jours et qui est réellement terrible aujourd'hui, les couples mixtes sont extrêmement nombreux entre ces populations. C'est des populations sœurs qui, depuis des siècles, il y a des sentiments d'amour, d'amitié entre les individus, des villages, des familles. Avoir un parent ukrainien, proche ou lointain, c'est très habituel en Russie. Et d'ailleurs, c'est ce qui pose des difficultés aujourd'hui, sûrement à quelqu'un comme un dirigeant russe. Les familles mixtes sont très nombreuses. Ça donne à cette guerre un relent de combat fratricide. Oui, les liens humains, c'est ce qu'on appelle l'attachement, et les liens d'amour peuvent certainement s'opposer à la pulsion de guerre. On le comprend plus facilement lorsqu'on se rend compte que les dictatures tentent toujours d'isoler les peuples et les démocraties de leur permettre de s'interpénétrer. À la fin de la Deuxième Guerre, l'anthropologie avait imaginé, tous nos courants anthropologiques avaient imaginé ce qu'on appelle la panmixie, c'est-à-dire ça serait l'union au hasard. On avait pensé que les individus, hommes et femmes, puisqu'il s'agit de faire des couples et de se reproduire, auraient pu, du fait des voyages intercontinentaux, eh bien, on pensait que ça allait se mêler au hasard. Eh bien, on s'est rendu compte que c'est l'opposé qu'on a observé. Malgré une certaine ouverture au mariage mixte, il y a une tendance constante à ce qu'on appelle l'homogamie,
c'est-à-dire l'union dans un même groupe social, et par extension, l'union dans une même aire géographique ou culturelle. On se rend compte en fait que les forces de cohésion des identités, des petites identités sont souvent plus fortes. Et ce qu'il nous faut pour éviter la guerre, ça serait l'inverse. C'est-à-dire avoir un lien plus fort. En temps de guerre, le danger et l'angoisse, puisque vous venez de parler de peur, par exemple, la peur s'oppose fortement à l'expression des pulsions et notamment à l'érotisme, puisque la plupart du temps, les humains font l'amour en l'absence de danger, de menaces, de prédateurs. Et on va se rendre compte que 2 situations sont propices à l'amour. La pause dans les combats et la fin des hostilités. Je vous en cite un, lorsque, dans la pause, par exemple dans les abris de la Deuxième Guerre, et ça doit être le cas certainement en Ukraine malheureusement, la pulsion de vie s'exprimait pleinement. Il y a un très beau poème, je vous dis 2 lignes d'un poème d'Éluard. Ça s'appelle Couvre-feu. Il raconte ceci. Que voulez-vous? La porte était gardée. Que voulez-vous? Nous étions enfermés. Que voulez-vous? Nous étions désarmés. Que voulez-vous? La nuit est tombée. Que voulez-vous? Nous nous sommes aimés. Oui, il y a heureusement l'amour qui peut s'opposer à la guerre. Ça ne va pas certainement la freiner ou l'arrêter. Mais on se rend compte que l'amour va se rétablir dans la fin des hostilités, par exemple le repos du guerrier. C'est toujours synonyme de sexe et d'amour. Ce que l'on pourrait dire tout simplement, c'est qu'aujourd'hui on est dans une folie meurtrière qui certainement enlève les pulsions d'attachement, où elle va sûrement les renforcer, et notamment dans ces couples, on a dit, ou ces attachements très forts entre 2 pays qui sont frères. Et peut-être qu'on peut espérer que ça peut atténuer ou éveiller des consciences en tout cas. Oui, mais je crois surtout, Philippe Bruno, c'est tout à fait juste ce que vous dites, et bien sûr qu'il y a toujours cette pulsion de vie et cette pulsion de mort, mais je crois qu'il y a quelque chose qui serait quand même très intéressant à comprendre, c'est qu'on réagit beaucoup trop émotionnellement, et beaucoup de nos chefs d'État, malheureusement, sont eux aussi dans l'émotion. Et moi, j'ai un livre formidable que je conseille de Jean-Michel Hougourlian qui s'appelle Psychopolitique, et qui, dans ce livre, il explique que le jour où on comprendra qu'il ne faut pas réagir émotionnellement et qu'il ne faut pas réagir par peur, par colère, eh bien, on pourra vivre un monde meilleur. Et voilà. Je pense que c'est vraiment encore une fois. Et on voit bien comment les médias jouent sur nos émotions, et notamment sur la peur. Et c'est certain que l'émotion, ça nous amène dans le temps immédiat, et il n'y a aucun recul, effectivement, pour la pensée, pour évaluer les situations. C'est tout à fait vrai. Mais on est aujourd'hui dans une immédiateté, d'ailleurs, qui est de notre époque. Bien sûr, bien sûr. Les réseaux sociaux... Parce que la guerre en Yougoslavie était largement aussi terrible, si ce n'est plus, et on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux. Exactement. Ouais. Et donc, on n'agit que sur l'émotion, on oublie un petit peu les vraies raisons du départ de cette guerre. Je veux dire, et tout d'un coup, c'est Poutine, le bouc émissaire, le méchant. C'est loin d'être aussi simple. C'est vrai que l'une des grandes difficultés de notre époque, on s'en rendra compte dans un peu plus longtemps, ça fait que 20 ans que ça existe, les réseaux immédiats, mais regardez, c'est le problème, notre problème, c'est médiateté ou immédiateté. Et il y a émotion ou recul pour avoir une lecture qui ne soit pas dans l'espèce de l'immédiateté de l'émotion. En tout cas, nous, on va continuer à parler d'amour. Philippe Bruno. Et avec vous, bien sûr. Je rappelle que vous êtes évidemment l'auteur de cette formidable bande dessinée, L'incroyable histoire du sexe, tome 1 et tome 2. Merci Philippe Bruno. On se retrouve bien sûr vendredi prochain avec vous. Mais quant à nous, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. Venez parler d'amour ou de peur.